Ouais, c'est bon pour nous. Alors, passer après Marc-André, c'est toujours un exercice hyper difficile. Hein du coup, alors attends, par contre, il faut que tu décolles. Voilà, c'est bon, c'est bien. Tu peux... Ouais, non, c'est Olivier qui est. Alors, du coup, c'est bon au niveau... Ok, sinon... alors vous allez rester assis, moi je me lève. Et puis quand vous parlerez, je m'asserai. Comme ça me fera une petite pause. Du coup, alors cette table ronde, elle fait suite un petit peu à celle qu'on avait fait l'année dernière, toujours sur la question des porte-greffes, où on avait vu qu'il y avait effectivement ce que Marc-André a évoqué, beaucoup de potentialités encore à explorer. Là, l'idée, c'est de passer de la théorie à la pratique. Alors par contre, il va falloir que j'ai normalement il y a un petit petite télécommande qui doit être là. Nickel. Merci. Hop. Est-ce que c'est bon au niveau des réglages ou voilà, nickel. Du coup, il y a des choses sur lesquelles on va passer assez vite. Je vous ai fait quelques diapos pour poser la problématique, pour présenter les entre guillemets intervenants. Donc, du coup, comme on parle de la théorie à la pratique, on va commencer par les théoriciens. Donc Olivier Llobrega de l'IFV, que vous avez déjà vu ici, qui va intervenir cet après-midi. Et praticien aussi. Hein. Et oui, de terrain. On est parti sur la théorie, mais quand même pas. C'est vrai. Et du coup, Marc Birban, merci. Qui a une société, alors là je vais travailler mon anglais. Voilà, ok. Et puis Olivier Dabadi, qui est vigneron à Saint-Mond et qui est accessoirement président de la cave de Plémont. Voilà. Donc, du coup, pour dérouler, alors, moi je veux bien. Pourquoi ça fait bip? Ah oui, de l'autre côté. Ça marche mieux. Donc là, je vais passer assez rapidement parce que donc Marc-André avait quand même assez développé. Du coup, pour mémoire, le problème du phylloxéra, on a travaillé sur un certain nombre de moyens de lutte qui ont été rapidement évacués pour au moins 2 d'entre eux. Donc la lutte chimique, avec tout un tas de produits pas très très bons ni pour les sols ni pour la santé. Une lutte environnementale, donc on a vu sur les types de sols sableux, le phylloxéra se développait pas. La technique de submersion. Et puis physiologique, donc la question des hybrides. Et surtout aujourd'hui, le greffage, qui est une solution qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, il y a plus de 85% de tous les cèpes dans le monde qui sont greffés. Donc là, différents types de greffes, anglaise, oméga, F2. Je ne reviendrai pas dessus. Des modes de conduite du porte-greffe qui sont diverses, de 2 types, tête de saule et puis palissé. On vient au choix du porte-greffe. Donc en fait, ce choix il est à raisonner sous 2 angles, les facteurs pédoclimatiques et les objectifs de production. Pour les facteurs pédoclimatiques, on prend en compte la granulométrie, la profondeur, le pH, les éléments minéraux, le calcaire actif et l'indice de pouvoir chlorosant, l'exposition, le risque de gel, l'humidité et la sécheresse. Le risque de gel et l'humidité et le risque de gel et la sécheresse sont 2 facteurs dont on va considérer un petit peu différemment avec les évolutions climatiques. Donc c'est deux paramètres qu'on va bien surveiller. En matière d'objectifs de production, évidemment, le choix de cépage, la vigueur. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, il y a quand même un objectif de rendement qui va conditionner la rentabilité économique des vignerons. Et donc, du coup, voilà, c'est un facteur comme la précocité par rapport au gel tardif aussi, qui comprend en compte évidemment le rendement, le type de vin. Aujourd'hui, on a potentiellement en théorie beaucoup de choix de porte-greffe et à la fois c'est un choix qui engage le vigneron puisqu'une fois que le cep il est planté, à moins de l'arracher, on en prend pour perpétuité.
Donc l'offre, on a vu, était limitée, avec sur les 31 porte-greffes potentiellement autorisés en France, donc Marc-André l'a souligné, 10 qui sont couramment utilisés, et sur les 10, il y en a 5 qui font plus de 75% de la production. Donc c'est encore plus limité que limité, et on a une visibilité quasiment nulle de ce qui nous attend au niveau évolution climatique. Enfin, on a une petite idée en termes de sécheresse et de risque de gel, et à la fois sur 2021, on a eu beaucoup d'eau. Donc voilà, ça peut varier vraiment beaucoup. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, en tant que praticien, et vous pourrez évidemment intervenir, c'est quels sont les outils et les appuis dont nous on dispose en tant que vignerons pour choisir notre porte-greffe. Voilà, parce que Olivier, si tu veux. Très bien. Bon, bonjour à toutes et tous. Alors, juste une petite précision sur le fait que je sois vigneron et que je me retrouve sur cette estrade aujourd'hui. Je l'ai appris hier soir dans la voiture en roulant. Et vous comprendrez bien qu'en termes de vigneron, si je suis président, c'est que je suis peut-être pas le meilleur des vignerons. Les meilleurs sont souvent dans les vignes. Non, effectivement, aujourd'hui, pour nous, et habituellement, ce que moi je rencontrais en termes de choix de porte-greffe, ce qui faisait notre quotidien de vigneron jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était souvent le pépiniériste, parce que nos contraintes d'appellation, alors contraintes entre guillemets, parce que en tout cas, à Plémont, ce qu'on a choisi de faire et ce qu'on choisit de développer, c'est vraiment d'être en phase avec nos appellations d'origine. Et elles-mêmes, elles ont leur cahier des charges qui nous impose des ratios de cépage. Alors souvent, on calculait notre plantation en se disant, il me faut en sémence 60% de tannat, il me manque un petit peu, ou il me faut 20% de pinède, il me manque un petit peu. Et notre choix à nous, c'était surtout d'aller choisir ce qui nous semblait être un bon clone, un bon cépage, et se mettre en conformité avec les ratios d'encépagement. Et le choix du porte-greffe, c'est le pépiniériste. Quand on avait fait tout le reste, le pépiniériste, il nous dit souvent 3309. Et on le fait comme ça. Et je pense que c'est ce qui a dicté nos plantations pendant très très longtemps. Aujourd'hui, comment faire pour essayer de sortir de ces habitudes? Et on l'a vu, c'était très riche. Et moi, j'ai appris énormément ce matin. Comment casser ces habitudes-là? C'est peut-être en mettant des parcours dans nos caves coopératives qui sont des soutiens de nos vignerons. Et au-delà de cette composition, de l'encépagement théorique, il y a eu un gros travail qui a été fait sur Plémont. Et alors Nadine, qui est dans la salle, a été actrice, ça a été la catégorisation globalement des terroirs, pour voir un peu quels étaient en fonction de leur nature de sol, le rayonnement solaire qu'ils pouvaient reprendre, l'eau, enfin énormément de contexte. Et c'est des choses qu'on a mis un peu dans notre matrice intellectuelle. Et aujourd'hui, on incite les vignerons à leur dire, quand tu es dans un projet de plantation qui doit se construire sur plusieurs années pour les ratios de cépage, c'est de se rapprocher des services techniques, commencer par préciser exactement où on veut aller, faire des analyses de sol nécessaires, et puis parce que même si on a reçu des enseignements agricoles, quelquefois ils sont très très lointains, on n'a pas cette capacité-là, je crois, à se réactualiser très souvent, et donc confier un peu la réflexion à un service technique qui va reprendre des éléments d'agronomie qu'on oublie trop souvent, et qui va nous accompagner sur un choix de porte-greffe. Alors effectivement, le choix est très 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 restreint. Je pensais réellement qu'on avait le choix entre 6 porte-greffes, et donc je suis surpris d'apprendre toute cette diversité, mais je pensais qu'on avait 6 porte-greffes, et notre service technique nous accompagne pour trouver la bonne combinaison. Et sachant, alors là je me lance pas dedans parce que moi je suis vraiment pas expert de ça, et Nadine peut-être parlera de ces cépages qu'on remet un petit peu au goût du jour, que sont le tardif ou le Mansin noir, et on s'aperçoit a posteriori, qu'il y a des combinaisons qui ne vont pas du tout avec certains cépages qu'on ne connaît pas. Et donc des combinaisons Mansin noir avec certains porte-greffes dans certains contextes où on a des échecs totaux. C'est pour ça qu'on essaye, et on est au début de tout ça, de structurer un pôle technique en interne qui vont accompagner les vignerons pour le choix du porte-greffe. Alors on va faire une petite interruption technique.
il y a une Ford Kuga qui gêne, qui empêche le traiteur de rentrer. Donc si vous voulez manger, le propriétaire de la Ford Kuga est prié de pousser son véhicule. Voilà, merci. Merci. Donc c'est bien, enfin à Saint-Mond, vous avez, enfin la cave de Plémont, c'est chouette d'avoir un service technique. Et c'est une vraie force. Alors après, autant dire que voilà, c'est pas le cas de tous les vignerons. Du coup, Olivier, qu'est-ce qu'il y a comme autre appui Alors, les appuis, ils sont nombreux, mais avant de revenir là-dessus, juste quelques petits points. Effectivement, la disponibilité des porte-greffes aujourd'hui, la gamme est restreinte, ça c'est parfaitement exact. Elle est restreinte en termes de diversité génétique des porte-greffes, mais il y a quand même une gamme. Pourquoi finalement elle n'a pas été élargie plus, etc. Parce que pendant un moment, cette gamme, elle donnait satisfaction. On a des porte-greffes plutôt faibles, des porte-greffes plutôt vigoureux, certains qui vont plus s'adapter à telle ou telle condition de sol, qu'il puisse y avoir, je sais pas, des sols plus ou moins humides, asphyxiants, plus ou moins salés, etc. Enfin bon, il y a quand même une gamme qui existe, même si au niveau génétique, c'est assez restreint. Ensuite, un deuxième point, il y a autre chose qui restreint la disponibilité, c'est que les porte-greffes qui sont multipliés, ils tombent pas du ciel. C'est-à-dire il faut d'abord planter des parcelles, qu'on appelle des vignemères de porte-greffes, les laisser se développer, etc. Et une fois que le parc de vignemères il est en place, et grosso modo, il faut utiliser ce qui en sort. Et que c'est aussi ce qui a un petit peu guidé le choix des pépiniéristes, certes, mais qui a accommodé finalement dont tout le monde s'accommodait, c'est que on a choisi dans les grandes familles, Riparia, Foix Berlandieri, Rupestris Berlandieri, Vinifera Berlandieri, etc., des représentants qui permettaient de répondre à pas mal de conditions. Donc dans les Riparia Berlandieri, c'est le SO4 qui s'est imposé. Pourquoi? Parce qu'il se greffe très bien, parce qu'il produit beaucoup de bois à l'hectare, parce que finalement il est assez plastique au niveau des adaptations, etc. Donc, et c'est comme ça, c'est ce qui explique qu'il y a 6 porte-greffes effectivement qui représentent plus de 75% des greffages, parce qu'il y a des choix, et que si on veut introduire un nouveau porte-greffe ou des porte-greffes non usités dans le circuit, il faut attendre de développer des parcelles de vignemères. Donc il y a aussi un aspect très pratique, pratico-pratique, qui fait que la gamme elle est un petit peu restreinte. Voilà. Après, là-dedans, comment on s'en sort effectivement alors, il y a un site de référence qui est le site Plante Grape, qui est le site du catalogue français, même s'il a un nom anglais. C'est un projet européen qu'il avait financé au départ, où il y a beaucoup de caractéristiques des porte-greffes. Tous les porte-greffes, les 31 du catalogue sont écrits, et avec les principales caractéristiques générales connues de ces porte-greffes. Ça c'est déjà une source d'information, ce qui est là-dedans est régulièrement actualisé et vérifié. Après effectivement, il y a les services techniques des chambres d'agriculture, il y a tout l'accompagnement technique de la viticulture, mais, et ça Marc-André a très bien insisté là-dessus, la partie immergée du végétal, elle est beaucoup moins connue, elle est beaucoup moins, on va dire, les connaissances sont moins diffusées, moins accessibles, peut-être, que tout ce qui fait la particularité des cépages, ce qui est au-dessus. On a un dernier point aussi qui augmente un petit peu la difficulté de l'exercice, et ça, Olivier vient juste de l'illustrer très bien, c'est que on a le porte-greffe en dessous, on a le cépage, le greffon au-dessus, et on a des interactions entre les deux. Et selon finalement les deux génotypes qui se parlent par l'intermédiaire des dernières cellules du porte-greffe et des premières du greffon, où il y a des connexions qui se font, eh bien ça peut se passer plus ou moins bien dans certaines conditions, etc. Et les interactions, ça il y a l'INRA de Bordeaux qui centralise tous les travaux sur les porte-greffes en France, qui travaille là-dessus, et on voit par exemple des choses très simples, c'est qu'un porte-greffe sur ses propres racines, quand il n'est pas greffé, son système racinaire, il va être légèrement différent de quand il est greffé avec quelque chose dessus. Parce que les interactions et le dialogue entre le greffon et le porte-greffe font que le développement n'est pas le même. Un porte-greffe qui peut être très vigoureux sur ses propres racines, se développer, ses vitis riparia, couvrir des arbres, etc. Et bien finalement, une fois qu'il est greffé, il va conférer une faible vigueur au greffon. Voilà. Et ça, ce sont des interactions et qui jouent effectivement sur l'architecture aussi des systèmes racinaires. Avec des porte-greffes plus plastiques, et là on peut dire, peut-être on peut citer encore le SO4, qui finalement lui est un petit peu moins sujet apparemment à toutes ces interactions, donc un petit peu plus tout-terrain
on va dire en termes d'interaction avec le greffon, et d'autres qui vont être beaucoup plus exigeants et où ça va pouvoir peut-être plus ou moins bien se passer. Voilà. Donc tout ça, c'est simplement pour signaler que c'est un monde assez complexe, qui est pas du tout binaire. Là aujourd'hui, bon après je passerai la parole, sinon je vais parler trop longtemps. Il y a évidemment des évolutions que vous connaissez, les évolutions climatiques qui changent énormément de choses en termes de régime des précipitations, de cumul de température, etc., qui font que peut-être qu'une gamme aujourd'hui qui donnait satisfaction avant, ou certains porte-greffes qui se sont développés dans des régions et qui donnaient satisfaction, finalement sont dépassés aujourd'hui, ou vont l'être, ou sont sur le point de l'être. Et donc, on a besoin de réfléchir effectivement, quelque chose qui pendant longtemps, on a beaucoup utilisé le 3309 en Gascogne, il allait très bien. Bon, aujourd'hui, il se trouve un petit peu en limite, les années sèches. On a des phénomènes qui sont des manques de vigueur, des degrés qui s'envolent, etc. Il faut basculer vers des porte-greffes qui vont pousser un petit peu le cycle, qui vont être plus vigoureux, sachant que les années climatiques, les scénarios sont jamais les mêmes. Donc le porte-greffe, lui, reste constant, mais par contre, au-dessus, il peut se passer des années pluvieuses, des années chaudes, etc. Et que donc, quelque chose qui va, sur le long terme et en moyenne, donner satisfaction, il y aura des années où finalement, ça va pas aussi bien se passer que ça. Donc, les interactions avec l'environnement, avec le greffon, etc., sont complexes. Là, aujourd'hui, je vous parlerai peut-être plus tard des travaux qui sont menés pour essayer d'élargir la gamme des porte-greffes, fournir d'autres solutions. Je crois que tu es dans le sujet, en fait. C'est dans le sujet après, pardon. Tu m'as fait dans la transition, donc tu vois, je suis passée à la diapo d'après. Ah, pardon. Donc voilà, effectivement, demain, voilà, comment on raisonne autrement la question de la vigueur, la question de la précocité par rapport à effectivement des aléas climatiques qui s'enchaînent. Mais c'est effectivement compliqué puisque cette année, on a eu trop d'humidité, donc plein de mildiou, plein de sec, voilà, donc on peut cumuler. Soit on a des années tout ou rien, soit on cumule sur une même année, quoi. Donc, et pour finir, évaluer les porte-greffes, c'est beaucoup plus compliqué qu'évaluer des cépages, parce qu'on a justement tout l'aspect du porte-greffe avec son développement libre, et c'est important parce qu'on a besoin d'avoir des porte-greffes qui fournissent des bois à greffer. Quelque chose qui ne produit pas beaucoup de bois parce qu'il y a beaucoup de ramifications, etc. Ça va être contre-productif pour la viticulture. Il faut des choses qui produisent du bois. C'est pas seulement pour l'intérêt des pépiniéristes, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Donc il faut que ça se greffe bien, qu'il n'y ait pas des taux d'échec au greffage importants sur beaucoup de variétés, qu'on découvre pas au détour d'un chemin des incompatibilités, parce qu'il y en a certaines. Heureusement il y en a peu quand même. Il y en a peu, vigne sur vigne, il y en a peu, mais il y a des incompatibilités et il y a ces fameux problèmes d'interaction. Donc, c'est plus difficile à évaluer, donc c'est plus long, des travaux de création de nouveaux porte-greffes ou même d'évaluation de porte-greffes étrangers déjà en activité ailleurs, c'est plus long que d'évaluer une variété, parce que c'est vraiment, encore une fois, la face cachée de la viticulture. Voilà. Ok. Marc ? Oui, petite précision. La disponibilité des porte-greffes, je crois qu'elle a été réduite parce qu'il y a un mode de production industriel du matériel végétal, comme on l'appelle. Il y a 100 ans, quand on regarde les catalogues des pépiniéristes, il y avait des dizaines, voire centaines d'assemblages possibles. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelques assemblages disponibles. L'an passé, quand Jean-Michel Boursicot parlait de 10 porte-greffes multipliés, 5 réellement pratiqués, qui dominent l'essentiel du marché. Quelqu'un dans la salle a répondu, quand on appelle le pépiniériste, on en a 2 ou 3. Et ça, c'est une vraie réalité. Quand on lit l'encyclopédie des cépages du professeur Gallet, le tome 1 sur les vignes américaines, on peut voir qu'il y a extrêmement de choix disponibles. Alors je prends souvent l'exemple du 57 Richter. Il a beaucoup de qualités. Il résiste à la chlorose, au phylloxéra, à la sécheresse. Il est vigoureux, donc il a tout pour plaire, ce porte-greffe. Malheureusement, la reprise au bouturage et la reprise au greffage sur table n'est pas bonne, donc on l'a écarté. Voilà, donc aujourd'hui, je crois qu'on a un choix qui est restreint par l'industrie et le commerce du matériel végétal. Ensuite, il y a une différence aussi entre les clones. Moi, depuis 25 ans, je note les informations que je peux glaner sur les différentes caractéristiques des porte-greffes. Il y a des rubriques qui se retrouvent complètement contradictoires. C'est-à-dire que de façon intravariétale, il y a des différences entre le clone de tous les porte-greffes. Donc c'est difficile de tirer une généralité, et je crois qu'il faudrait qu'on travaille un peu plus sur la diversité. Ouais.
Ok. Et du coup, peut-être juste pour faire la transition, est-ce que quand on a préparé la table ronde, on a entendu parler d'un projet en Bourgogne en Bourgogne, le projet Canopée, qui est en fait qui est un projet qui est porté par 3 interprofessions, Bourgogne, Champagne et Beaujolais, et qui, si je ne m'abuse, travaille d'une part au volet. L'objectif, c'est de sécuriser l'approvisionnement du matériel végétal pour ces 3 vignobles-là, et dans cet objectif-là, il y a un objectif de préservation de la biodiversité, et puis il y a un objectif aussi de prémultiplication pour effectivement avoir des bois greffons et porte-greffes qui soient disponibles. La question que j'ai envie de poser, c'est un projet qui est d'une ampleur assez faramineuse, puisqu'on est sur de l'ordre de 8,2 millions d'euros, si je ne m'abuse, avec les investissements de serres, etc. Quelle est la place des vignerons? Parce que on voit qu'effectivement, les combinaisons sont multiples entre les sols, le porte-greffe, les greffons et le porte-greffe. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas besoin, et il n'y a pas que les vignerons soient peu ou prou en lien, parce que quelque part c'est eux qui mettent en place et qui voient ce que ça donne? Oui, c'est une question centrale, effectivement. La gouvernance, en fait, de tout ce qui sera mis dans ces structures. Alors, juste en 2 mots, c'est des projets qui sont en cours de montage un peu partout en France, qui visent à installer les phases précoces, au moins de multiplication de la vigne, dans des structures insect-proof, parce que on a des grosses contaminations aujourd'hui qui régulièrement attaquent les ressources génétiques, que ce soit les conservatoires ou les parcelles de multiplication, tout comme d'ailleurs les parcelles des vignerons, hein. Ce sont des parcelles un peu comme les autres en fait au niveau culturel, juste qu'ils doivent être beaucoup plus protégés. Et donc l'objectif, c'est d'installer pour avoir à la fois plus de réactivité à la disponibilité de bois, etc. quand une nouvelle variété ou nouveau porte-greffe doit être diffusé, ou ancien d'ailleurs, pareil pour les anciens cépages, et d'autre part de protéger de tout un tas de vecteurs aériens, de vecteurs de maladies, en particulier de viroses, mais pas seulement, de bactéries aussi, de phytoplasme, de protéger, sanctuariser un petit peu tout ce qui est matériel de diversité, matériel de collection et matériel de prémultiplication pour le mettre à disposition des vignerons. Voilà. Donc, ce sont des grandes structures insect-proof, alors pour être clair. Et donc, oui, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y met dedans, qu'est-ce qui doit être prioritaire en multiplication. C'est pour ça que les interprofessions viticoles sont largement associés à ces projets. C'est vrai que le projet Canopée est un des plus avancés, mais il y en a un petit peu dans toutes les régions. Il y a au moins 5 ou 6 projets comme ça qui vont se monter. Voilà. Donc oui, l'objectif, et on se casse tous la tête, savoir qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qui va d'abord rentrer là-dedans, qu'est-ce qui a vocation à être multiplié le plus rapidement, etc. Donc oui, les vignerons doivent y être associés. Alors ils y sont, au moins par l'intermédiaire des interprofessions. Est-ce que c'est assez? Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très important, la gouvernance du matériel qui est mis là-dedans, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, même les réalités, des fois s'imposeront, parce que les vignerons sont de plus en plus demandeurs. On a de plus en plus de demandes de diversité, de demandes sur les porte-greffes, sur les anciens cépages, sur les nouvelles variétés résistantes, sur les nouveaux clones sélectionnés, etc. Il y a de plus en plus, ça fait une quinzaine d'années qu'on sent énormément monter ces demandes. Voilà. Et donc, ce serait une erreur de ne pas associer les vignerons à finalement toute la phase de conservation et de diffusion des ressources, toute la phase précoce, quoi. Voilà. Donc, effectivement, c'est forcément pour avancer sur ce volet-là, porte-greffe, des approches transversales, collectives, qui doivent être mises en place. Et à la fois, j'ai envie de dire,
peut-être que nous, en tant que vignerons, il faut aussi qu'on puisse reprendre la main sur des choses qu'on maîtrise peut-être un peu plus, sur lesquelles on peut, pour minimiser le facteur porte-greffe et maximiser tous les autres facteurs. Et là, je pense notamment à ce que Marc, tu évoquais, et qui est un peu ta spécialité, c'est le mode de mise en place de plans, et notamment les modes alternatifs. Et du coup, pour favoriser en fait une bonne implantation. Donc là, tu reprends le micro. Oui, merci. D'abord, je voudrais évoquer un élément qu'on ne soulève jamais, c'est l'aspect psychiatrique. Parce que le jeune plan de vigne, le pauvre, a eu une enfance très difficile. Il sort de la DAS. C'est-à-dire que ses parents ont été terribles avec lui. Imaginez un petit peu, on le coupe, pour pas qu'il voit la suite des événements, on les borgne. Ensuite, on les bouillante, pour le calmer un petit peu, parce qu'il aurait tendance à vouloir s'évader. Ensuite, on le sabre. Il est conçu à la hussarde sur un coin de table, une pépinière. On le met en terre, on l'arrache. Entre-temps, on l'a ciré, on l'a rébouillanté. On le met au frigo. Et ensuite, on le renvoie dans un terroir, on l'envoie au bagne, quoi, dans un autre pays. Donc le jeune plan, le pauvre, il commence sa vie avec beaucoup de difficultés. Et il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il ait du mal à bien s'exprimer correctement. Donc, c'est le greffé soudé traditionnel. Pour moi, c'est pas 95, c'est 99% du marché. Il est issu de plants certifiés, greffé soudé à la machine, cloné. Il a une espérance de vie qui est réduite, hein, c'est 25 ou 30 ans. Donc, moi, je m'oppose un petit peu avec les institutionnels, même si j'ai beaucoup de respect parce que ces gens sont brillants. Ces plants de vigne qui ont une espérance de vie réduite, moi c'est pas ma tasse de thé. La sélection strictement sanitaire qui fait qu'on élimine tous les affreux, je suis pas trop partisan. Je préfère avoir affaire à des vieilles vignes qui ont 80 balais, qui sont porteuses de petites viroses. Et alors, elles sont malades. Je pense qu'on a tous en nous des bactéries, des champignons, des microbes, et on convit très bien avec. Donc je crois qu'on pourrait s'en inspirer au lieu d'être aussi strict, aussi rigoureux sur le matériel végétal qu'on nous oblige à introduire finalement. Alors les solutions, nous depuis quelques années, on travaille de plus en plus sur ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire l'implantation de porte-greffes racinés. Ce sont des francs de pied finalement. Et on travaille dessus, on greffe en place une fois qu'ils sont bien établis. Alors c'est simple, toutes les expériences que nous avons faites jusqu'à présent, en mettant une parcelle comparative, il y a un grand domaine du littoral varois sur lequel on a travaillé avec un pépiniériste à la mode, j'ai pas besoin de lui faire de la publicité, donc le même matériel, même origine, même date de plantation, une partie greffée soudée, qu'on appelle anglaise, qui n'en est pas vraiment, et une partie de racinée qu'on a greffée à la main. En deuxième année. En troisième année, fausse d'investigation dans le rang de césure des deux modalités, et on a regardé. Alors la partie porte-greffe racinée avait 3 fois plus de racines et 3 fois plus verticale que la partie qui était greffée soudée. Et je pense que c'est parce que le greffé soudé, au-delà de cette enfance maltraitée, il a aussi besoin de tirer sur ses réserves pour le développement aérien, le développement racinaire, et en même temps pour cette soudure, ce mariage forcé auquel on l'a obligé. Voilà. Donc il n'a pas les chances de se développer identique. D'ailleurs, nos vieilles vignes, je sais qu'il faut respecter la taille, les flux de sève, il faut bien planter, il faut bien nourrir sa vigne. Mais le seul point commun entre les vieilles vignes, c'est qu'elles ont été greffées à la main par nos anciens, soit en plein champ, soit sur table. Et c'est pour ça qu'elles durent. On a des vignes, on en connaît tous, qui sont centenaires. Vous en avez de magnifiques là dans le Gers. Elles sont massacrées, elles continuent à survivre sur un petit filet de sève, et en plus avec une belle vigueur. Donc voilà, là on a une piste de réflexion qui est vraiment intéressante. Alors je sais, moi aussi, je relève de la psychiatrie, un petit peu monomaniaque, mais l'aspect greffage et conception du plan de vigne est vraiment décisif. Olivier,
Non, non, juste un petit mot. Peut-être qu'on se retrouvera dans le même hôpital psychiatrique, hein, parce que je pense moi aussi j'ai pas mal donné. Ouais, juste un point. Alors oui, sur l'implantation racinaire, mais oui, je suis entièrement d'accord. Un porte-greffe qui se développe sur ses propres racines, on l'a dit, il n'y a pas d'interaction avec le greffon. Il n'est pas freiné par les difficultés qu'a l'appareil végétatif du greffon aujourd'hui, particulièrement face aux maladies aussi, parce que les feuillages des porte-greffes sont en général très tolérants aux maladies, poussent librement, donc ils ne sont pas freinés, hein, on les traite très peu, voire pas du tout, ils ne sont pas freinés soit par les maladies, le mildiou qui est quand même un facteur énorme de manque de mise en réserve, etc. Ils ne sont pas freinés par l'effet des produits phyto qu'on met aussi pour protéger le greffon contre ces maladies. Le principal connu, c'est le cuivre. On sait que il est assez dépressif, hein, surtout en fin de saison sur la croissance, etc. Et donc, oui, quand le porc libre, sans la contrainte effectivement d'avoir accepté un hôte plus ou moins indésirable, pourquoi pas, sans être freiné par tout ce qui fait la faiblesse de Vitis vinifera, oui, les implantations racinaires, elles sont meilleures sur des porte-greffes francs de pied, plus rapides, plus vigoureuses, etc. Et donc ça, oui, ça, je suis entièrement d'accord. Là-dessus, on est parfaitement, on se rejoint parfaitement. Après, sur l'histoire des viroses, là, on n'est pas tout à fait d'accord. Alors d'abord, je peux te rassurer, on connaît à peu près 80 et quelques viroses en vigne. On ne s'intéresse pas à toutes les viroses. Il y en a que quelques-unes qu'on qualifie de viroses graves, qui font des symptômes et qu'on essaye d'éviter. Et c'est ce qui a été mis en place dans la sélection. Voilà. Donc les viroses graves, oui, alors même les vieilles vignes sont farcies de viroses graves, on est bien d'accord. Simplement, il y a un monde entre une vigne qui s'est virosée au fur et à mesure de son existence, alors qu'elle avait déjà un appareil racinaire, un appareil végétatif, une implantation bonne, et un plant qu'on plante déjà avec une virose grave qui là, on connaît les effets du Cournouet, on connaît les effets de l'enroulement sur la mise en réserve, etc. Et d'entrée, alors que le plant il est tout jeune, on lui a retaillé les racines à 3 cm, déjà on sait que le Cournouet a un impact sur la structure racinaire, tout comme il a un gros impact sur l'appareil aérien par exemple. Et donc on tire une balle dans le pied de la vigne dès sa plantation. Et ça, c'est pas du tout la même chose que quand la vigne, elle se virose au fur et à mesure de son existence. Voilà. Ça, c'était juste un point. Après, bon, le reste, c'est bon. Moi, j'aurais une question à Marc. Du coup, effectivement, tu soulignais qu'il y a, je crois, j'avais noté dans mes notes, 99% du marché des greffés soudés qui étaient faits de manière, en pépinière. Certifié, cloné. Ouais. Et greffé à la machine. Voilà. Et du coup, les 1% qui restent, est-ce que c'est des vignobles qui ont qui ont été confrontés à un problème de reprise des greffés soudés, c'est-à-dire des vignobles qui sont plutôt en situation extrême. Je pense notamment au sud de la France où on a des problèmes au niveau de la sécheresse qui gèrent des problèmes de reprise. Ou est-ce que dans tes interventions, tu vas dans toute la France ou est-ce que tu vois, est-ce que c'est contraint par des vignerons qui en fait ont vu l'impasse dans des conditions extrêmes des greffés soudés de manière industrielle, quoi. Ce qu'on a pu constater là, ces dernières années avec des contextes de canicule, c'est assez frappant pour ceux qui vont dans les vignes. Les vieilles vignes n'ont pas souffert d'apoplexie, qu'on attribue à l'ESCA souvent. C'est toujours les complants, des vignes qui ont moins de 30 ans, à l'intérieur de ces parcelles. Et ça, c'est quand même flagrant, quoi. Donc on a une vraie réponse au réchauffement climatique en ayant un enracinement qui est privilégié. Et là, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, toutes les vignes autour de nous, les vieilles vignes témoignent, quoi. Tout ce qui a plus de 50 ans, tous les recensements que j'ai pu effectuer, alors c'est pas scientifique, hein, c'est moins d'1% d'expression de l'ESCA, de l'apoplexie, du feuilletage, vous prenez ce que vous voulez, moins d'1%. Et c'est toujours les greffés soudés qui ont des seuils qui vont jusqu'à 9% en moyenne pour les cépages les plus sensibles, c'est-à-dire 2 à 3% de mortalité annuelle. Et ça, c'est absolument insupportable. Ok. Ça marche. Du coup, dans le déroulé, ce que je vous propose, c'est de finir un petit peu sur, et puis après de vous donner la parole à la salle, parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses de réactions à avoir. Est-ce que peut-être Olivier, le type de greffe,
la qualité des plans utilisés, donc plutôt du greffé soudé classique, est-ce qu'il y a un impact par rapport au taux de reprise, par rapport ou pas, ou est-ce que comment vous gérez à Saint-Mond? Est-ce que vous privilégiez un certain type de greffe, fente, F2 ou pas du tout, enfin. Là-dessus, je vais être assez sec dans la réponse. Sec, pas agressif. Rien de particulier, si ce n'est des greffés soudés. Moi, ce que je crois qu'à l'avenir, ce qui va nous impacter, j'entends tout et je suis vraiment à l'école. Là, j'écoute vraiment tout ce que vous nous dites. Moi, je crois qu'il y a dans les plantations de demain, il y a un facteur que pour moi qui est flou absolument, c'est le comportement de la vigne dans son ensemble. On vient de vivre des années, on parle de réchauffement climatique, de modification, tu as parlé de sécheresse dans le sud-est. Nous, en tout cas sur la façade atlantique, on a vécu 2022, qui est l'année la plus sèche des 30 dernières années, et 2023, qui est l'année la plus humide des 30 dernières années. Et en fait, finalement, je me demande comment, sur ces incertitudes, comment le vigneron il s'adaptera. Alors, aujourd'hui, le vigneron, il s'adapte avec des connaissances datées, d'un protocole qu'on sait faire. On est sur du greffé soudé. Souvent, c'est plutôt le pépiniériste sur le mode de greffe et tout ça. Je n'ai aucun avis, c'est vraiment le pépiniériste qui nous donne ce qu'il a en rayon. Mais est-ce que effectivement, j'entends aussi la greffe sur place. C'est quelque chose dans une vie passée. J'avais connu ça en Espagne où on plantait les porte-greffes et on venait surgreffer par-dessus. C'était très très complexe. Tout le monde ne sait pas faire ça. C'était des équipes d'Amérique du Sud qui étaient venues le faire. C'était très compliqué. Mais l'air de rien quand même l'exposition, la racine, elle est exposée. On va choisir un porte-greffe très bien, mais finalement, il est là et c'est le contexte qui change. Et c'est là où je pense qu'on aura besoin de vous, messieurs, pour nous apporter des vraies solutions. Entre beaucoup d'eau, pas d'eau, des alternances. Cette année pour notre, si je me déplace sur Madiran, donc un cycle végétatif extrêmement arrosé, beaucoup d'eau, jusqu'au 15 août. Et du 15 août au 1er septembre, 40 degrés, flétrissement absolu. Il y avait des réserves en flotte partout. Et tout d'un coup, incompréhensible, on ne comprend pas ce qui se passe. Et effectivement, sur l'alimentation, je pense que ça ne peut venir que du porte-greffe. Et là-dessus, on n'a aucune visibilité. Alors maintenant, après, pour aller dire quel type de greffe, moi, effectivement, je n'aurais pas de réponse à apporter à ça. Il y a l'histoire du type de greffe, il y a aussi la question mais peut-être plus que le type de greffe, est-ce qu'il n'y a pas une question de calibrage des bois entre le porte-greffe et le greffon? Parce qu'effectivement, Marc, on décrit souvent la greffe Oméga en disant voilà, c'est pas de bonne qualité, mais est-ce que le problème c'est pas effectivement que la greffe Oméga, en fait, on s'en fout de l'adéquation du calibre on s'en fout. Non, pas on s'en fout, mais si tu choisis pas les mêmes diamètres, il y a une casse terrible en pépinière et donc du coup le pépinière il n'a aucun intérêt. Tout l'œil du greffeur, toute la qualité d'un greffeur, même qui fait des fois entre 600 et 1000 et dépassé greffes à l'heure, c'est justement d'adapter le greffon à son porte-greffe en termes de diamètre. Sinon, la soudure marche pas bien. Et donc le pépiniériste, il n'y a aucun intérêt. Un greffeur qui ferait 2000 greffes à l'heure, mais qui jetterait tout après, il est viré. Hein. Donc, non, il y a quand même des choses de base. Voilà. Donc après, il y a quand même effectivement la qualité des plans. La qualité des plans, elle se juge sur un certain nombre de critères, dont la solidité de la soudure qui doit être testée. Et effectivement, on tombe parfois, hein, mais c'est honnêtement, c'est pas la majorité, mais on trouve sur des lots qui sont mal triés, donc où il y a quelque chose à dire. Un lot bien trié, ça veut dire qu'il y a moins de 2% de greffes déficientes, etc. Bon, théoriquement, il ne devrait pas y en avoir. Enfin, personne n'est parfait. Hein, c'est un test qui est très empirique, où on donne un coup de pouce. Il faut le mettre dans le bon sens pour que la greffe ait une chance de céder, étant donné que l'oméga, il y a une résistance mécanique déjà naturelle, etc. Voilà, qui d'ailleurs est un facteur de qualité parce que ça empêche le greffon de bouger.
Parce que s'il bouge pendant la phase où il y a la soudure, eh ben, ça marche pas. Voilà. Donc bon, cette qualité des plans, bon, elle est un peu gravée dans le marbre puisqu'il y a des normes techniques de qualité qui sont sur les nombres de racines, disposition des racines minimales, etc., sur des diamètres minimums, sur des longueurs minimum de porte-greffe et sur cette solidité de soudure testée par le test coup de pouce. Donc voilà, et effectivement, personne n'a jamais dit qu'une greffe mal fichue qui tient que d'un côté, etc., c'était un facteur de longévité des plans. Personne. Voilà. Donc la première base, quel que soit le type de greffage, il peut y avoir aussi des mauvaises greffes faites en greffe similée anglaise, c'est de vérifier que tout ça c'est bon, quoi. Voilà, c'est la base, effectivement, parce que les plans qui sont mal soudés, on sait bien que déjà d'entrée on part avec un côté seulement de circulation, que ça n'a aucun sens de tirer une balle dans le pied du plan et de planter quelque chose qui serait pas au moins bien conformé au départ. Après tous les accidents de la vie, les blessures, etc., ça vient après. Mais au moins au départ, il faut qu'il soit de bonne qualité, on est bien d'accord. Okay. Et après, du coup, ok, donc on part du principe qu'on a... Oui, vas-y Marc. Je voudrais préciser une petite chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise greffe, il y a des mauvais greffeurs. D'abord, une question de calibrage, comme tu disais, d'assortiment du végétal. Donc, c'est le soin qu'on apporte dans la conception de l'assemblage. Ça, c'est décisif. La seule chose qui me gêne avec l'Oméga et celle qu'on appelle anglaise mécanique aujourd'hui, mais qui est pas une vraie anglaise, qui est entrée de Jupiter, c'est qu'on génère des nécroses à l'intérieur du végétal. Et ça, développement des champignons du bois, voilà, ça provoque ensuite, pour moi c'est pas une maladie, ça provoque les phénomènes d'apoplexie qu'on retrouve en plein champ et on peut rien faire. Tandis que les vieilles techniques traditionnelles qui génèrent des nécroses périphériques alentour du tronc, bon, le champignon ne vit pas à l'air, il dessèche, on n'a pas de problème d'escave avec ces plants-là. Donc c'est surtout le soin qu'on apporte. Et en pépinière, le taux avoué de réussite est quand même de 55%. Voilà. Donc il y a effectivement le test du pouce. François Dalle le fait sur le genou, d'autres le font sur le pouce, c'est plus ou moins brutal. Mais tous les plans intermédiaires qui n'ont pas cassé mais qui ont un peu plié, on peut les retrouver effectivement sur le marché. Mais là, encore une fois, c'est pas la technique de greffe, c'est le greffeur ou le pépiniériste qui fait la différence. Ok. Alors, si on part du principe qu'on a un cep top bien greffé, donc à part la technique de Marc, en dehors de la technique de Marc, et là, et qu'on a, voilà, quand on le plante, voilà, est-ce que quid de la préparation du sol avant plantation et du travail du sol ou pas de travail du sol pendant les premières années pour un plantier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? On va pas faire une exégèse des préparations de sol parce que là on en a pour la journée et puis les types de sol étant ce qu'ils sont, il n'y a pas de recettes miracles qui peuvent s'appliquer partout. Simplement, juste ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les 3 premières années à peu près d'implantation de la vigne où se fait un maximum d'exploration du sol et que c'est cette phase-là au début où il faut que le végétal se développe vigoureusement. Il faut pas avoir peur de la vigueur des jeunes vignes parce que en fait ce qui se passe en haut se passe en bas. Sans appareil photosynthétique qui va aller permettre de nourrir les racines, etc., il n'y a pas d'enracinement. Le fait de dire la vigne elle souffre, elle est en train de faire des racines en profondeur, c'est un mythe, ça n'a jamais existé. Tous les jardiniers ils savent qu'un arbre qui fait pas de feuilles en haut, il fait pas de racines en bas et qu'il faut l'arroser, qu'il faut faire quelque chose. Voilà, donc ça marche pas. Il faut un développement vigoureux les premières années et le travail du vigneron. Une fois que le pépiniériste a fait le sien, que les sélectionneurs ont fait le leur, ou que les conseillers ont dit c'est ce porte-greffe qui ira le mieux pour tes conditions, etc. Le travail du vigneron, c'est de faciliter l'exploration du sol par les racines, c'est-à-dire faciliter ce qui est la vie, c'est-à-dire la circulation de l'eau et de l'air. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure Marc-André, quand il n'y a pas d'air, ça a du mal à fonctionner, même si la vigne a des systèmes d'adaptation. Ça dépend aussi des génotypes à l'asphyxie. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut le plus possible d'abord connaître la structure de son sol. C'est pour ça que tout l'aspect préparatoire, fosse pédologique, lecture par des vrais professionnels, des lectures des fosses, ça s'improvise pas. Moi je vais pas vous lire une fosse.
je verrai des choses et tout, mais c'est pas mon métier. Voilà, donc, mais il y a des personnes très estimables, des agronomes, des pédologues, y compris des géologues aussi, qui font de la pédologie aussi, qui sont des gens formidables pour lire une fosse, voir les différents horizons, voir ce qui est, avoir une direction sur le travail préparatoire du sol. Des fois, il peut être très réduit, des fois, il doit être beaucoup plus intrusif parce qu'il y a des pratiques anciennes qui ont créé ces fameuses semelles de labour, etc., qu'il faut arriver à limiter. Donc, c'est ça le travail du vigneron. Mais pour ça, il faut s'appuyer sur une vraie expertise. Voilà, sur la structuration du sol, des fosses pédologiques, et essayer au minimum, à minima, de limiter les horizons limitants. Voilà, pour faire en sorte que la vigne, la génétique du porte-greffe puisse explorer rapidement ce qu'il doit explorer. Parce que c'est pas quand on demande à une vigne de commencer à produire qu'il faut s'attendre à ce qu'en plus, avec les exportations qu'on va lui demander, elle ait une allocution de réserve et de vigueur vers les racines. À ce moment-là, bon, après, évidemment, c'est toujours en extension, mais c'est vraiment les premières années, et si possible avant les premières mises en production, que l'enracinement doit se faire. Pour les généralités, quoi. Je pense que c'est l'usage et l'usage vigneron qui prédomine. On privilégie souvent les plantations plutôt précoces dans l'année, plutôt au printemps. Et ensuite, effectivement, pour permettre l'implantation facile, c'est limiter toute forme de concurrence. Toute forme de concurrence en travaillant en superficie. Alors, je ne sais pas si c'est finalement, après tout ce que j'entends, si on pratique les bonnes choses, mais c'est supprimer toute la concurrence de l'herbe de surface. Alors, on ne le fait pas systématiquement sur tous les rangs, parce qu'il faut bien évidemment quand même continuer à pouvoir intervenir mécaniquement, donc c'est souvent un rang sur deux. Et très rapidement, on essaie d'implanter des couverts végétaux divers et variés qui ont été soulignés, la févrole pour les compléments azotés, ou d'autres formes de couverts qui vont favoriser justement l'enracinement des plantes pour aérer les sols. Voilà. Mais le mot d'ordre, c'est quand même planter relativement tôt et limiter la concurrence sur les premières années. J'ajouterais juste un point très important, parce que malheureusement, on me demande souvent d'intervenir pour faire des diagnostics sur des problèmes d'échec de plantation, ou des problèmes de difficulté de plantation. Donc je commence à en avoir vu un paquet depuis 25 ans. Il y a quelque chose qui peut réduire à néant tout le travail, même s'il a été bien fait par le pépiniériste, le vigneron, le conseiller, etc. C'est les conditions du jour de plantation, tout simplement. Un sol détrempé, il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Il faut être capable de reporter un chantier si on n'a pas eu le temps de préparer comme il faut. Si on n'a pas bien géré certaines fumures de fond, en particulier les fumures qui permettent de corriger le pH dans des sols acides. Ça aussi, il faut pas négliger le chaulage dans les sols acides parce que les jeunes plants peuvent avoir de grosses difficultés à se développer. Voilà. Une fois que le système est implanté, il est moins sensible aux conditions de sol. Mais le jeune plant, il a besoin d'être dans de bonnes conditions pour s'implanter justement. Donc on a Si toutes les bonnes conditions sont pas réunies, y compris les conditions du jour de plantation, il a trop plu, c'est mouillé, ça fait rien, la machine à planter, elle y va quand même. Là, on voit des problèmes, des graves problèmes d'asphyxie puis de compaction. Il n'y a rien de pire que de rouler sur un sol mouillé. Donc une machine de plantation qui est une machine lourde, si le sol il est détrempé, vous avez beau avoir décompacté, vous allez avoir une compaction qui va se faire et qui va être très préjudiciable. Voilà, pas sur toute la surface, mais qui va finalement installer des semelles de labour séquentielles sur votre sol. Et ça, c'est pas bon. Donc toutes ces choses-là, voilà, c'est tout le côté préparatoire et la plantation elle-même qui sont importantes. On peut en parler des heures des plantations, conditions de plantation, la longueur des racines en fonction de la façon dont on plante, ça peut être une catastrophe selon ce qu'on fait, etc., etc. Donc beaucoup de points techniques et il faut en négliger aucun parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'anodin. Voilà. Et à la fois, on peut évoquer le côté, dans les conditions du jour de plantation, le côté trop humide. Chez nous, on a vu des plantations des années où il faisait hyper sec et on était obligé nous on plante toujours à la main, d'arroser avant de faire le trou à la baramine.
parce que le trou il se rebouchait quoi. Donc on arrosait avant, on met le cep, on arrose après. Donc c'est effectivement des conditions un peu un travail de titan, mais ça assure une bonne reprise parce que c'est l'objectif quand même du vigneron. In fine, c'est que son plantier il n'y ait pas de 10 000 manquants quoi. Oui, complètement. C'est comme je l'ai dit, chaque condition est différente, en fonction de la technique de plantation, du type de plan, du sol où on est, de la région où on est, de l'année, du scénario climatique dans lequel on se situe, etc. Jusqu'aux conditions du jour de plantation. Tout est important. Tout est important et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle dans tout ça. Parce que comme il n'y a pas deux sols différents, il n'y a pas deux conditions identiques une fois qu'on met tout bout à bout, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, je pensais, hier soir, à la Fontaine, on discutait avec Lydia de Bourguignon, de défonçage ou pas défonçage avant plantation. Et effectivement, je ne sais pas, Lydia, si tu veux retranscrire un peu la conclusion de nos propos. Oui, c'est toujours un sujet avec les vignerons. Quand on travaille, on voit des défonçages extrêmement profonds et nous, on a constaté depuis qu'on intervient sur des fosses que quand on a des défonçages profonds avec des rippers qui défoncent à plus de 60-80 cm les sols, on n'a jamais vu une racine de vigne dépasser cet horizon-là. Donc pour nous, des défonçages, et puis là je reviens avec ce que tu dis Olivier, c'est qu'en fait ça dépend quand est-ce que ça a été fait. Quand on voit des interventions avec, nous on a vu des dents qui étaient plus hautes que nous dans certaines régions en France et à l'étranger. Quand tu reviens même, je sais pas, 10 ans ou 20 ans après, puisqu'on a des clients qu'on suit comme ça, eh bien en fait les racines ne descendent pas. Elles ont un problème, elles restent dessus. Donc on reste là-dessus, nous les défonçages profonds, avec un ripper ça fait une telle puissance que de toute façon on crée une semelle, même si c'est du caillou, on crée une semelle, un outil, plus il doit descendre, plus de toute façon il va faire une pression importante et en fait on va compacter l'horizon qui est plus profond. Donc quand on a des sols qui sont vraiment des dalles où on dit c'est le ripper qui va la défoncer, là on dit des choses qui ne font pas forcément plaisir aux vignerons, c'est que quand ils ont un sol, une dalle vraiment qui n'est pas fissurée, eh bien ça va être très très compliqué pour faire une vigne qui va durer longtemps. Donc voilà. Il vaut mieux changer d'endroit de plantation quoi. Oui. Par contre, travailler quand on a beaucoup de cailloux, si il y a besoin pour pouvoir planter les plants et mettre les piquets, quand on travaille, un plant, il a besoin le maximum, et quand on lit la littérature, un maximum de plants, c'est entre 20 et 25 cm. Parce que comme l'a dit Marc-André, mais nous, on a travaillé aussi beaucoup, s'il n'a pas d'oxygène et s'il n'a pas la possibilité dans les premières années qui sont hyper importantes d'avoir de l'oxygène et de l'eau. Donc si on fait des plants qui sont des fois plantés à plus de 5, on a des plants quand on voit le talon, eh bien il est à 40 cm et il n'y a pratiquement pas de racines. C'est le plant qui a été planté trop profond et qui n'a pas eu assez tout de suite d'oxygène et d'eau pour pousser. Donc en fait, on voit des défonçages, on voit même des personnes qui retirent complètement les cailloux, qui les enlèvent. À ce moment-là, on enlève la structure, le squelette du sol. Le sol va glisser, surtout s'il est en pente. Donc en fait, l'intervention avant la préparation d'un sol, c'est, je rebondis et sans parler de notre métier, et c'est pas forcément à nous de le faire, eh bien en fait, le profil cultural, c'est voir quel type de roche on a, est-ce qu'on va pouvoir descendre profond. Voilà. Et donc, on le montrera, nous, on a quasiment pas de sol, on n'a pas défoncé. Par contre, on a greffé au champ, on est revenu à ces techniques anciennes. Il faut quand même se poser des questions, comment faisaient les anciens? Parce que moi, je pars pas de défonçage à 50-60 cm. Nous, on a vu des défonçages, mais de façon à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres de profondeur. Donc là, on casse tout. On casse tous les horizons, on casse tous les équilibres que la nature a faits. Le plus gros défonçage qu'on a vu, c'est en Espagne, dans le Priorat. Le type a défoncé à la dynamite sur 11 mètres de profondeur.
Ça s'est terminé par un glissement général, tout est parti, les plans, les fils de fer, tout a glissé. Bon, ça c'est le pire qu'on ait jamais vu. Mais si vous voulez, je prendrai deux exemples. Les schistes. Les grands terroirs à schiste, c'est quand les schistes sont fissurés verticalement. Là, les racines vont pouvoir descendre. Si vous faites un défonçage sur un schiste vertical, vous allez écraser cette fissuration naturelle du schiste et les racines vont s'arrêter sur la zone de défonçage. Et ça entraîne ce qu'on appelle la mortalité précoce des vignes dans toute la région nord-minervois, disons tout le bas du massif central sur schiste. On observe des mortalités précoces et nous, chaque fois qu'on fait un profil, les racines se sont arrêtées sur la zone de défonçage. Le deuxième cas, c'est les calcaires. Les calcaires sont des roches très particulières, mais elles sont orientées. C'est que les calcaires fissurés, c'est là qu'on fait les grands vins, et les pierres ont un sens. C'est-à-dire que vous avez le dessus de la pierre qui est recouvert par Pseudomonas calci, qui est lisse et qui permet à l'eau de rentrer dans le sol, et vous avez le dessous du calcaire qui est tout travaillé par la vie et qui va retenir l'eau. Donc quand vous avez un sol qui est bien orienté, vous n'avez pas défoncé, votre eau va rentrer et elle ne pourra pas sortir parce qu'elle va rester dans la zone active des microbes sous le caillou. Maintenant, vous prenez vos trippers, vous retournez les cailloux. La partie lisse va faire que ça va s'évaporer. La partie humide, elle se gonfle d'eau, elle s'évapore et vous séchez votre terrain. Et ça, c'est la mortalité précoce des plantations sans calcaire qui ont été défoncées. C'est que vous desséchez votre terrain et vous savez que les anciens, nous on a fait beaucoup d'observations sur la planète, plus de 10 000 analyses, les anciens, tous les murs des anciens faits en calcaire, tous les cailloux étaient remis dans l'ordre qu'ils avaient trouvé dans le sol. Et c'est pour ça que les murs ne gelaient pas. Tandis que maintenant, les gars, ils mettent les pierres à l'envers, la partie gorgée d'eau se gèle et votre mur, il pète. Toutes les cathédrales, les pierres étaient remises dans le sens où ils les trouvaient dans les carrières. Donc oui, il y a des observations d'anciens que nous avons méprisées et qui sont des observations remarquables qu'on trouve dans les vieux bouquins. Par exemple, l'oïdium, vous lisez Catulle, les Romains, il y avait de l'oïdium dans les vignobles européens. Il vient pas moi, je ne crois pas du tout à l'hypothèse qui vient d'Amérique, puisque Catulle vous décrit que la vigne se couvre de neige, toutes les feuilles se couvrent de neige, et cette année-là, ils ne font pas de production. C'est quoi la neige sur des feuilles, si ce n'est l'oïdium ? Je pense que ce qui a fait l'explosion de l'oïdium en Europe, c'est l'apport des engrais chimiques, parce que vous savez que la vigne est la première plante dont on a augmenté les rendements, parce qu'on avait besoin de grosses quantités de vin pour les militaires qui faisaient les colonies. Un militaire ne charge pas s'il n'est pas bourré, ça c'est une règle de base dans l'armée. Les ouvriers de la sidérurgie qui étaient devant des coulées d'acier extrêmement brûlantes, ils buvaient jusqu'à 12 litres de vin par jour, et les mineurs qui étaient à 40 mètres de fond, à 400 mètres de fond, à température à 40 degrés, c'est pareil, 12 litres. Donc il fallait beaucoup de vin pour faire l'industrialisation du 19e. Et je pense que c'est l'apport d'engrais plus qui a fait que l'oïdium a explosé. Regardez ce qui se passe quand vous coupez un chêne. Les jeunes pousses qui vont ressortir du chêne, elles vont se couvrir d'oïdium. Parce que vous avez un décalage entre une masse de racines très importante qui amène beaucoup à manger et des jeunes plantes qui, elles, sont trop faibles pour absorber tout ce que les racines montent. Et ça se couvre d'oïdium. Je pense que l'oïdium est absolument mondial et c'est la façon dont nous nourrissons nos plantes qui fait que ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas. Merci, je savais qu'on allait avoir des apports intéressants dans la salle. Alors, d'autres réactions, les vignerons, moi, je peux pas être d'accord sur l'origine de l'oïdium. Non. Oui, donc effectivement, on a des oïdiums européens qui peuvent marginalement affecter la vigne, et donc peut-être, parce qu'ils ne sont pas sur leur route, donc c'est très marginal, et ça, il y a peut-être ça dans le Catulle, hein, ça j'en doute pas. Mais en revanche, on a des preuves génétiques très claires hein, que l'oïdium est arrivé d'Amérique. Là, c'est assez clair, quoi. Oui, on a un effet fondateur qui montre qu'on a un sous-échantillonnage de la diversité américaine, on a des sites d'origine américains. Donc là, je pense que c'est sur ce point-là, voilà, c'est. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison sur les facteurs amplificateurs. Ça, par contre, je ne le discute pas. Juste, j'avais une question. On parlait du Richter tout à l'heure. Enfin, si je peux monopoliser le micro. Je voulais savoir si le Richter, il se comportait pareil quand on greffe pas sur table. Quand on greffe pas sur table, si on greffe sur une vigne déjà faite. Tout à l'heure, on évoquait le fait que le Richter, il y a une mauvaise reprise. Ah, le 57 Richter. Ouais. Non, alors Richter, c'est le nom d'un hybrideur. Alors, il a fait énormément de génotypes. Alors après, est-ce que le 57 Richter, il marche mieux quand on le greffe de vent vert, on va dire en place,
Pourquoi pas? Parce qu'en fait, en général, ces greffes-là, il y a moins de soucis d'affinité et de compatibilité que quand on greffe, type guillotine, des choses sur table. Donc je dirais qu'a priori, en général, ça marche mieux, ça se passe mieux. On n'utilise que des tissus vivants finalement qu'on met en contact, donc pourquoi pas, mais ça sur le 57 Richter j'ai pas la question, surtout que le 57 Richter il est aussi célèbre parce qu'il a montré quelques incompatibilités assez graves avec certains cépages, ça a aussi participé à l'écarter un petit peu. Alors, juste une précision, je parlais du 57 Richter à titre d'exemple, mais dans le galet, on voit bien que sur tous les porte-greffes, ils distinguent la réussite reprise sur table et en plein champ. Et en général, c'est sur table que ça déconne. Je pense que c'est un peu pour ça, hein, parce que moi, les phénomènes d'affinité, d'incompatibilité, j'ai un peu de difficulté avec, parce que je vous disais tout à l'heure, de plus en plus, on greffe sur des porte-greffes implantés en plein champ. On n'a absolument jamais de problème de reprise, ni immédiate, ni différée, en fonction des assortiments. Donc, je pense qu'il y a d'autres facteurs, et le côté intrusif de la greffe qui oblige à décapiter joue son rôle là-dedans. moi, Oui, non. Enfin oui, juste pour finir, oui, parce qu'en fait, on demande à la plante un gros effort de faire à la fois de la soudure, de faire d'initier au moins un développement racinaire. Donc tout ça, ça se joue sur les réserves. Bon, effectivement, quand on fait du greffage sur table à œil dormant, comme on dit, enfin en tout cas pendant la période de repos, tout vient des réserves. Voilà, donc on demande un gros effort à la plante. Donc c'est là que effectivement il y a un taux d'échec puisque c'est parfois sur un assemblage ça va pas se souder de tous les côtés, réserve un peu insuffisante, un petit problème juste que le greffon est pas ajusté d'un côté, etc. Donc il y a un gros déchet qui est lié à la technique elle-même et au fait qu'on tire énormément sur les réserves. Et donc c'est là aussi que peuvent potentiellement s'exprimer un peu plus les problèmes de compatibilité ou d'affinité, même si l'affinité c'est pas un terme très défini, hein, et que effectivement, bon, en travaillant que sur du vivant avec quelque chose qui a déjà fait des réserves, des racines, etc. Finalement, on n'a que la soudure à faire, donc ça marche plutôt pas mal et probablement s'exonère d'une petite, au moins d'une part de ces problèmes d'affinité. Voilà, ça là-dessus, je suis entièrement d'accord. Lydia, qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, le problème du 161-49 ? Parce que nous, quand on a commencé à travailler, en Bourgogne, entre autres, c'était un porte-greffe qui était extrêmement utilisé. Et puis, il y a quelques années, on a eu par l'INRAE et par certains que, en fait, le 161-49 avait des problèmes et c'est un cépage qui est de moins en moins conseillé. Et effectivement, il y a des dégénérescences extrêmement brutales. Nous, on en a fait l'expérience dans notre projet où on a fait de la greffe au champ et en fait le 161-49 a dégénéré et on a une dégénérescence apoplexie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à l'heure actuelle, et même au niveau de l'information scientifique de l'INRA, en fait, on déconseille maintenant le 161-49. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour il y a 30 ans, on en faisait et il y a maintenant 5 ans, on dit voilà. Donc j'aimerais, parce qu'on en parle, et on est en train de parler de d'autres problèmes à l'heure de certains cépages, porte-greffes qu'on est en train de déconseiller. Qu'est-ce qui se passe sur les porte-greffes? Alors déjà, sur le 161-49, n'en plantez plus jamais. Déjà, il faut arrêter, hein, clairement, parce que les problèmes sont vraiment très graves. Et là, déjà, je confirme qu'il ne faut plus en planter. Mais pourquoi? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le 161-49, il a une longue histoire. Je crois que dès 1898, sa création, dès les années 1930, on a des pépins qui sont relatés, mais qui sont pas tout à fait de la même nature que ceux qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, c'est des problèmes de tylose, de bouchons dans les vaisseaux, hein, etc. Mais c'est pas la même chose. Donc là, bon, je vais pas m'étendre 107 ans, mais il y a un autre phénomène qui se passe, hein, qui sont effectivement un problème qui se joue au niveau du point de greffe principalement, hein, de circulation, de crevasses, etc. D'initiation en fait de la création des vaisseaux. Alors
on a des hypothèses très sérieuses maintenant, mais c'est en cours d'investigation. Alors je ne vais pas vous raconter des trucs qui peuvent être démentis demain avec les résultats qu'on est en train d'acquérir, mais il y a un autre phénomène qui s'est passé, et probablement lié à des tas d'événements de contamination, puisqu'on a quand même subi ces dernières années, ces 20 dernières années, l'invasion de l'Europe par plusieurs agents infectieux qu'on n'a pas vu venir et qu'on a mis longtemps à déterminer. Il y a peut-être des combinaisons de ce type-là, parce qu'en fait, c'est ce qui nous met pas mal sur la voie, c'est que les combinaisons incompatibles les plus évidentes qu'on connaît, c'est des associations, c'est lié à des associations de virus. C'est pour ça aussi qu'il y a certains virus qu'on élimine de la sélection des porte-greffes, parce qu'ils sont responsables de certains problèmes au point de greffe ou juste en dessous. C'est des virus type cannelure, etc. Des problèmes finalement de croissance du cambium. Voilà. Donc il y a un gros programme d'investigation, toujours sur le 161-49 pour préciser, confirmer ou infirmer, je ne sais pas, parce que tant qu'on n'a pas les résultats à certaines hypothèses, mais en tout cas dans l'attente, il ne faut plus en planter. Voilà. Je voulais dire une précision pour confirmer ce que dit Marc. Monsieur Champin, qui a été l'inventeur du greffage sur table. Alors juste Claude, est-ce que tu peux te lever pour les questions de caméra et tout ça? Merci. Donc, Monsieur Champin, qui a été l'inventeur du greffage sur table, a écrit un livre très intéressant et il explique que le greffage sur table va permettre de restaurer les vignobles français après le phylloxéra, qu'on est dans un état d'urgence. Mais il termine bien son livre en disant « N'oubliez pas que lorsque nous aurons restauré notre vignoble, que les vignerons pourront à nouveau vivre de leur métier, il faudra revenir au greffage au champ, car le greffage sur table ne donnera jamais les longévités des vignes que donne le greffage au champ. » Donc dès l'époque, Champin avait déjà annoncé « C'est un système temporaire sur lequel il ne faudra pas rester, il faudra revenir au greffage au champ. » Donc c'est intéressant de la part de l'homme qui a inventé le greffage sur table. Et Lucien Daniel, qui était le grand défenseur des francs de pied, et qui était greffeur lui-même, en même temps qu'un immense biologiste, mettait en garde de la généralisation, contre la généralisation du greffage. On parlait de reconstitution, en disant qu'il fallait expérimenter les assortiments un par un avant de les généraliser. On ne l'a pas écouté. Juste par rapport au 161-49, il y a un élément de réflexion quand même à avoir, c'est que c'est un porte-greffe, moi de mémoire, il me semble qu'il a été mis au point juste avant la Première Guerre mondiale. Donc pendant 100 ans, c'est une lecture que j'ai eue en tout cas, mais peu importe s'il a 120 ou 150 ans, il a fait le bonheur des vignobles de Champagne, de Bourgogne, de l'Hérault pendant des décennies. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 2 clones disponibles et il n'y en a plus qu'un qui est diffusé. Alors pour peu que ce clone ait une fragilité particulière à la thylose, comme la Syrah a eu quelques clones de fragilité génétique qui font qu'il y a des nécroses périphériques qui font qu'il dépérit, ben, peut-être ça peut être l'explication. Encore une fois, ça revient au manque de biodiversité intravariétale qu'on s'est donné dans le mode de production. Du coup, peut-être on va prendre la question de Grégory, et puis après, j'ai eu pour mission de décourter, puisqu'on va passer à la dégustation. Donc voilà, 1 ou 2 questions. Et Grégory. Ouais, moi, j'avais juste une question qui est peut-être moins technique que tout ça. Je suis pas vigneron, je suis juste caviste, mais par rapport en fait je dirais au problème des porte-greffes et du peu de variété, donc du peu de sélection qu'on peut avoir sur les porte-greffes, et le fait que ça soit géré de manière très industrielle. On parlait des interactions que pouvaient avoir les vignerons par rapport à ça. J'ai l'impression que ça a l'air très compliqué, qu'on veut s'attaquer justement à un système qui est très industriel, où on va pas avoir vraiment de levier là-dessus. Je voulais savoir si l'interaction justement du vigneron serait peut-être différente en fait en optique, peut-être pas intervenir vraiment sur les porte-greffes qui vont avoir presque tous la même valeur, je dirais intrinsèque, de résistance au phylloxéra et à différentes maladies, mais comme il le disait aussi, d'avoir ce lien entre le cépage et le porte-greffe, ces échanges comme un couple qui est très important,
et qu'on voit à l'heure actuelle, et j'en parlais notamment hier avec Jean-Baptiste, sur des vieux cépages, les vieux cépages autochtones qui, du coup, ont peut-être une capacité à se défendre un peu mieux, même en ayant le même porte-greffe que tous les autres. Jean-Baptiste me disait hier que sur cette année où il y a eu beaucoup de mildiou dans le Bordelais, ces merlots, ces cabernets avaient pris énormément le mildiou, mais pas moins, beaucoup moins les casse-têtes, les mansins, voilà, le bouche à l'aise, et des choses comme ça. Est-ce que l'intervention du vigneron serait pas plutôt à bien choisir le cépage et notamment justement parce qu'on est là aussi pour ça, sur les cépages modestes, sur les cépages autochtones, plutôt que d'essayer d'avoir une interaction sur un porte-greffe sur lequel on n'a pas la main et ça sera très difficile d'avoir d'autres variétés et de pouvoir faire bouger les choses. Si, peut-être un petit bout de réponse de vigneron. Nous, c'est effectivement, et c'est le cas chez nous. On focalise vraiment sur la diversité, sur la biodiversité en pélographique, sur les cépages. Le conservatoire, on travaille beaucoup là-dessus, sur les cépages d'hier qui font ronde demain. C'est un peu notre moteur. Toujours est-il que je crois pas, et alors, encore une fois c'est un néophyte qui parle, qu'on puisse quand même oublier le rapport qu'il y a avec ce greffage. Comme je le disais en préambule, on a, à travers le conservatoire, on tente de multiplier de nouvelles variétés. Et aujourd'hui, quand on implante un nouveau cépage, et on a implanté le Mansin noir dans un premier temps et le tardif aujourd'hui, dans notre protocole entre guillemets, c'est d'aller l'implanter sur des typologies de sols qui sont différentes. Alors on a chez nous des cailloux roulés, des sols sablonneux, des argilo-limoneux, et donc il y a à la fois le cépage pour voir comment il se comporte sur ce type de sol, mais quel sera le porte-greffe adapté. Et je le disais en préambule, et là-dessus, moi je ne suis pas expert, et je ne peux pas le dire, mais on a déjà, et on l'a vu avec le Mansin noir, qui est une histoire qui a 15 ans, qu'on a une partie du vignoble qui a dû être arrachée, parce qu'on a des couples inadaptés et des vrais dysfonctionnements. Et donc je crois que sur la réflexion, et le consommateur, et nous les amateurs de vin, je pense qu'on est plus attachés au cépage et ce qu'il raconte de son histoire à lui, de son histoire locale, géographique, mais qu'en tout cas, on ne pourra pas se départir du travail qui doit être mené juste à côté sur la sélection des porte-greffes qui vont permettre l'expression de ces nouveaux cépages. Et puis, juste pour répondre un tout petit peu par rapport aux sensibilités, effectivement, alors il faut être très prudent parce que tous les cépages qui dorment en collection, alors anciens cépages, ça ne veut pas dire grand-chose parce que beaucoup de cépages largement multipliés sont très anciens et d'autres qu'on redécouvre aujourd'hui peuvent être beaucoup plus récents. Donc il faut parler plutôt, pourquoi pas de cépages modestes ou de cépages délaissés, de cépages de collection, voilà. Et donc, on a autant de comportements différents que de cépages en collection. Et donc, on a mené des grands programmes d'observation de cette diversité, en particulier par rapport à la sensibilité aux maladies, et avec aussi mon collègue Thierry Lacombe qui était à l'époque à l'INRA de Vassal, on a à peu près 5% des vitis vinifera, des cépages classiques, qui ne sont pas résistants aux maladies, mais qui sont beaucoup moins sensibles, qui sont très peu sensibles finalement à au moins une des deux grandes maladies, c'est-à-dire le mildiou ou l'oïdium. Voilà. Et on a le vivant, c'est toujours des courbes de Gauss, c'est-à-dire qu'il y a les premiers de cordée, il y a les derniers, et puis il y a au milieu un ventre mou. Il y a différentes sensibilités effectivement parmi les cépages. Il y a des grandes sensibilités, je sais pas, le carignan qui est très sensible à l'oïdium, le grenache au mildiou, etc. Et puis on en a certains qui montre sur certaines maladies un peu moins de faiblesse. Voilà. Donc effectivement, et d'ailleurs ça s'est vu parce que à l'époque de l'arrivée des grandes maladies comme l'oïdium ou le mildiou, il y a eu des sélections négatives, c'est-à-dire qu'il y a des cépages qui ont été abandonnés dans les premières phases où on n'avait pas encore développé le soufre pour l'oïdium par exemple. Il y a des cépages qui ont été éliminés petit à petit ou rapidement même, de par une trop grande sensibilité à cet oïdium. Donc oui, il y a moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sélectionner les cépages en fonction de leur moindre sensibilité au mildiou ou plus à l'oïdium, parce que l'un, c'est pas lié. Donc, on ne sait pas, parce que les évolutions climatiques vont peut-être plus favoriser l'oïdium dans certains territoires où aujourd'hui c'est le mildiou qui domine. Donc, c'est un petit peu difficile de choisir un cépage sur ce critère-là aujourd'hui, quoi. Voilà.
Au niveau des pratiques culturales, j'entends Marc-André dire il vaut mieux pas labourer, il vaut mieux garder un couvert végétal allié de la vigne qui la protège. J'entends le vigneron dire il faut lutter contre la concurrence. À quel moment un couvert végétal passe-t-il de l'état de concurrence à l'état d'allié et vice-versa? C'est une bonne question. Marc-André, tu veux répondre? Ou Claude, Ouais, peu importe. Ce que nous, on observe dans toutes les analyses qu'on a fait, les sols riches, garder de la végétation dans l'interrang après une plantation, c'est pas un problème. Par contre, sur les sols qui sont effectivement superficiels et pauvres, là, il vaut mieux pendant les 2 premières années. Alors, ça ne veut pas dire, comme a bien dit Marc-André, il ne s'agit pas de détruire complètement la végétation, mais de la gérer très rase, très basse, passer un petit coup de griffe, des queues de cochon, surtout pas de la griffe rigide hein, qui sort tout de terre, juste de la queue de cochon pour affaiblir simplement le. Mais c'est le sol qui décidera de votre gestion de votre interculture. Hein. C'est pas nous qui devons décider. Tiens, j'ai envie de ça. C'est le sol qui vous dira la solution. Ouais. Disons, l'agronomie, ce que dit Claude Bourguignon, c'est que l'agronomie, c'est une histoire de compromis avec les conditions qu'on a. Et effectivement, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, juste sur le principe, pendant la phase d'implantation racinaire, il ne faut pas que la vigne soit fortement concurrencée pour l'eau et l'azote par la végétation. On voit, je vous ai parlé de ces fameux échecs de plantation, on voit tout simplement des plantations qui crèvent parce qu'elles sont bouffées par l'herbe, qui est la première à prendre l'eau quand, vous savez, le chien-dent, quand il se développe, le chien-dent, vous avez sur 20 cm des empilements de rhizomes. Quand il pleut un peu, il n'y a pas une goutte qui arrive dessous. Hein. Le chien-dent, il partage pas. Et c'est la même chose, on peut parler, je sais pas, de la folle avoine, on peut parler d'énormément de plantes très concurrentielles. Donc tout dépend effectivement de la richesse du sol, du type de flore qu'il y a avant, de la structure du sol, etc. Donc c'est pas si simple. Par contre, le principe, c'est qu'il faut privilégier la disponibilité des éléments au minimum pendant les années où la vigne fait ses racines, c'est-à-dire les premières années. Les plantations qui sont concurrencées par l'herbe, elles ont aucun avenir sérieux. Voilà, si c'est trop marqué. Voilà. Ah, le chien-dent, c'est une machine de guerre. Oui, oui. Ça c'est. Ouais. C'est ça. Ouais. On est d'accord pour du coup, on va clore, si ça vous va, la table ronde. J'ai peur que Jean me fasse des gros yeux si j'en n'arrête pas là. Mais par contre, évidemment, les échanges et les discussions vont se poursuivre autour d'un verre et pendant le repas. On reste les uns les autres à votre disposition. Je voulais peut-être juste passer une dernière diapo en guise de conclusion sur la question de l'ancrage, voilà, parce qu'on a bien vu quand même que c'était un des critères de la pérennité. Voilà, merci à vous et à tout à l'heure pour les échanges. Merci. Voilà, ne vous levez pas tout de suite s'il vous plaît, on a juste 2-3 petites choses à faire. Merci beaucoup Anne d'avoir organisé cette table ronde, j'avais oublié de mentionner avant, c'est toujours très intéressant. C'est notre ancien président André Derieux qui avait un peu insisté il y a 2 ans pour qu'on développe les interventions sur ce qu'on appelle le matériel végétal. Et je pense que c'est un peu technique, ça ne concerne pas directement les cépages modestes ni la dégustation que vous allez avoir en suivant, mais ça va quand même nous permettre de boire moins bête. Ça c'est une chose. Donc, vous avez sur la table là-bas un certain nombre de livres, des livres sur le vin. Malheureusement, il n'y a pas le dernier sorti qui est le livre d'André Derieux, notre ancien président, sur la vigne à Paris, qui est vraiment un monument de culture, vraiment passionnant. Vous pourrez vous le procurer parce qu'il est en vente sur Internet. Il y a tous les livres de Marc-André Sellos, et là vraiment vous en lisez un, et notamment Jamais seul, le livre sur les symbioses, le suivant sur les tanins et le 3e sur les sols, qui sont vraiment des monuments d'érudition et des choses très très intéressantes. De mon côté, j'ai publié, vous savez que mon métier c'est pas du tout le vin, moi je suis chercheur au CNRS sur la faïence du XIIIe au XIXe siècle. Depuis 25 ans, je collectionne des images sur des pièces datées qui me permettent de montrer
qui buvait et comment on a bu de 1640, date d'apparition du mot faïence, à 1863, phylloxéra. Donc on voit très très bien l'évolution sociologique de la consommation du vin en France, du XVIIe jusqu'au phylloxéra, avec tout un tas de pièces tout à fait uniques. Vous avez par exemple la cave des évêques de Langres, qui est mentionnée en 1765 par des étiquettes de carafe et des plaques de cave, où on trouve par exemple de l'échezeau blanc. Ça existait, les 3 qualités de Vaune, etc., etc. Il y a une extraordinaire suite d'assiettes qui montrent la fabrication d'un tonneau, qui sont datées de 1766 et qui sont le reflet exact de l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Il y a le vase de jardin d'un conseiller, enfin d'un intendant de Bourgogne, qui était le premier à écrire pour le duc de Bourgogne en 1699 l'histoire des climats de Bourgogne. Et donc il y a son vase de jardin avec ses armoiries. Vous aurez vraiment plein de trucs où on va vraiment des grandes aiguières qui étaient destinées à Versailles, avec des illustrations très très savantes de cortège de Bacchus ou de mythologie, titrette du vin bien sûr, qui étaient destinées à Versailles, jusqu'aux petites choses de taverne ou des éléments extrêmement personnels de gens de très très modestes conditions. C'est pour ça que ça s'appelle de la table du prince à la taverne du peuple. Voilà. Vous pourrez le feuilleter, etc. Il y a d'autres publications, je les nomme pas toutes, mais il y a le livre de Jean-Baptiste Duquesne qui a été publié il y a 2 ans, je crois, sur son expérience. Vous en trouverez pas mal d'autres, puisque le libraire d'Espalion, Pont Virgule, en a une belle petite collection. Voilà. Et si vous voulez en acheter un des miens, je pourrais vous le dédicacer. Donc nous allons vous allez pouvoir déguster